mercredi 1er octobre 2003. Monsieur Adama Samasekou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes un homme engagé dans la cause du Mali, dans la cause de la solidarité. Vous avez été ministre de l'Éducation. Vous êtes maintenant en Suisse. Vous préparez activement le sommet mondial sur la société de l'information. Il y a chez vous tout un parcours que nous allons explorer avec vous. Et d'abord, une première question. Vous avez été ministre. Est-ce que c'était une chose que, plus jeune, vous aviez imaginé devenir un jour? Oh non, pas du tout, pas du tout. En réalité, je me suis toujours vu comme un homme de mission. Je n'ai jamais, j'allais dire, je me suis jamais projeté dans une carrière, jamais. Mais depuis que j'ai pris conscience de mes idées, de mes responsabilités en tant qu'acteur de la cité, je me suis toujours comporté en homme de mission, mu par un idéal, celui de servir le plus grand nombre. Et donc, toujours disponible pour agir pour la cause que je juge la plus noble qui soit. C'est celle de se battre pour plus de justice sociale, plus de solidarité, plus de compréhension mutuelle entre les êtres humains. C'est ça qui me meut. Alors, ce cheminement, cette progression des idées, d'où vient-elle? Alors, on va peut-être parcourir avec vous vos origines. Alors, où êtes-vous né et de quelle famille êtes-vous? Écoutez, il est possible effectivement que ce soit profondément dans mon terroir que s'origine un peu ce mouvement. D'abord, je suis malien. Le Mali, ce pays aux 7 frontières, ce pays que l'on considère, et je crois que c'est à juste raison, comme une terre de rencontre, de dialogue, de vieilles civilisations antiques. Ce pays où la parole a du poids, où la parole est dite, elle est, je dirais même proférée, parce qu'elle est sacrée. Quand vous donnez votre parole, il est difficile de la reprendre. Et c'est pour cette raison que dans la plupart de nos cultures, on nous apprend à bien manier la parole. Et l'on dit souvent, qu'est-ce qui rend la parole belle? C'est la manière de la dire, de la proférer. Qu'est-ce qui la rend laide? C'est aussi la manière de la dire. On nous apprend donc à savoir parler. Savoir parler, c'est aussi savoir s'adresser à l'autre. Alors, ce souci d'être en relation aux autres et de prendre en compte les autres s'origine certainement dans cette culture malienne. Mais c'est aussi probablement familial, quelque part. Parlez-moi un peu de votre famille. Je suis le fils d'un vieil instituteur qui a donc passé sa carrière à apprendre aux autres, à transmettre la connaissance. Mais ce vieil instituteur est aussi à l'origine un forgeron de son état. Donc je suis d'une famille de forgerons. Quand vous regardez l'organisation sociale, les forgerons sont considérés comme les prêtres du village, les maîtres du fer et du feu, ceux qui donnent l'autorisation d'agir quand il s'agit
des grandes actions de la vie, en termes, j'allais dire, chaque fois que c'est le fer qui doit être manié, il faut l'autorisation du grand prêtre, du prêtre qu'est le forgeron. Quand l'agriculteur met sa houe ou sa daba dans la terre, quelque part, le forgeron l'a autorisé à le faire, parce que c'est le forgeron qui maîtrise le fer. C'est une vision, je crois que c'est... Mais je dis ça pour peut-être aussi remonter à cette dimension, j'allais dire, de l'accompagnement des autres, j'allais dire, de la vigilance que nous devrions avoir pour être quelque part gardiens du temple. Cette dimension de veiller à la bonne forme, à la conduite, au comportement. C'est peut-être quelque part un peu tout cela qui fait que je me vis comme quelqu'un qui a le souci de l'acte d'éducation. Qu'est-ce que votre père vous a enseigné de fondamental? Quelles étaient les valeurs principales qu'il vous enseignait? Le respect de l'autre, la droiture, la loyauté, le partage, l'accueil de l'autre, l'élan vers l'autre, la solidarité avec l'autre. Quand vous étiez enfant, le Mali était encore français. Est-ce que vous-même vous sentiez français ou malien, ou quels étaient votre rapports, d'après vos souvenirs d'enfant, quels étaient vos rapports avec la France? Oh, j'ai vécu enfant et j'ai à l'école chanté avec les autres, mes ancêtres les Gaulois, sans en prendre conscience. Mais dès les premières années de l'indépendance, j'ai pris conscience dans l'ambiance de la lutte pour l'indépendance. Quel âge aviez-vous lors de l'indépendance? Oh, j'avais... c'était en 1960. J'avais 14 ans. 14 ans. Est-ce que cette indépendance, vous la sentiez venir? Est-ce qu'elle était appelée du vœu des Maliens très fortement? Ah oui. Ah oui. Ah oui, parce que le Mali est un vieux peuple, un vieux pays qui tient beaucoup à sa dignité, à son histoire, qui tient à ses racines. Alors, quelque part, tout projet qui peut, un temps soit peu, ressembler à une dépossession ou à une assimilation culturelle ne peut prendre racine au Mali. Vous parliez tout à l'heure de corps de métier qui sont également des corps sociaux, les forgerons en particulier. Alors comment se dessine la société malienne à cet égard? Je crois que notre organisation sociale est bâtie entre plusieurs catégories. Il y a les catégories qui sont dites, alors là j'utilise des termes que je mets en cause parce que c'est une approche peut-être ethnographique
qui a fait cette distinction entre noble, non noble. On parle même en français de caste. Mais je crois qu'en se référant à la langue, donc au niveau j'allais dire des sortes d'ethnonymes, on pourrait parler d'une catégorisation en Horon. Horon, c'est les hommes libres. Donc, en fait, mais quand on traduit Horonia, on dit aussi noblesse, noblesse d'esprit. Et puis, les Nyamakala. Les Nyamakala, c'est tous ces artisans qu'on pourrait appeler peut-être sous une autre forme, ce que je propose, c'est les groupes socio-professionnels. Parce que dans la plupart des communautés, ce sont des acteurs qui sont liés à un métier. Mais il y a plusieurs sortes de métiers. Le fer, donc la forge, c'est un métier. Mais on ne devient pas chez nous forgeron, on est forgeron. C'est pour ça que la différence est importante. C'est un statut social. Alors, quel autre type de groupe socio-professionnel il y a donc ceux qui ont le métier du fer, les forgerons, ceux qui ont le métier du bois, ceux qui ont le métier du cuir, ceux qui ont le métier de la parole, les maîtres de la parole. Ce sont les djeli en mandingue. Et quand on dit les maîtres de la parole, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie, c'est à la fois ceux qui ont, en tant que professionnels, le rôle de conserver l'histoire et de la transmettre, le rôle de conserver la généalogie et de la transmettre, l'histoire des familles, l'histoire de la communauté, l'histoire de l'Empire. Ceux qui ont aussi le rôle j'allais dire, par la parole, de régler et de gérer les conflits. Ceux qui donc jouent le rôle de médiateurs. Mais en fait, les forgerons aussi jouent un rôle de médiateur au niveau des négociations pour les actions liées à la constitution des familles, les relations matrimoniales. Ceux qui travaillent le cuir, ceux qui travaillent le bois, quelles sont leurs attributions dans la société malienne? Non, ce sont des artisans qui, en fonction des communautés, ont un rôle spécifique lié à leur statut de cordonnier ou de bûcheron. Alors, vous pourriez nous décrire un petit peu, là vous avez parlé du forgeron et de son rôle, alors le cordonnier, quel est son rôle dans la société malienne? Bon, il n'a pas un rôle spécifique en tant que tel du même niveau que les forgerons. Mais on peut faire appel à lui dans des situations particulières en fonction des communautés. Mais il n'y a pas un rôle spécifique parce que ce métier n'a pas une relation directe dans la relation sociale, une action directe dans la relation sociale, comme le bûcheron. Par contre, chaque corps de métier se caractérise par, j'allais dire, par un capital scientifique et social qui crée un savoir-faire chez les acteurs de ce corps de métier utilisé en cas de besoin. Alors, évidemment, ceux auxquels on fait le plus appel, de ce point de vue, c'est dans la relation sociale. Ce sont les forgerons ou les djeli. Qui sont donc les hommes de parole. C'est ça. C'est ça. Ce sont les deux corps socioprofessionnels qui jouent un rôle essentiel dans
je dirais, dans la communication au sein de Oui, la société. oui, 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 oui. Est-ce que on retrouve dans la politique et dans l'engagement politique ces mêmes types de distinctions? C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que par exemple les forgerons donnent naissance à, comme dans votre cas, à de nombreux politiciens? non, 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 non. Je crois qu'il n'y a pas une linéarité à ce niveau-là. Non, non. Euh, euh, Pas du tout, pas du tout. On peut avoir des hommes politiques qui sont des Horons, comme des hommes politiques qui sont des Djeli de naissance ou des forgerons. Non, non, Alors, il y a pas de prédestination au niveau de la fonction politique au sein de ces catégories socioprofessionnelles. Je dois dire une chose quand même par rapport à votre question. Il y a aussi d'autres catégories qui sont en fonction des communautés d'un autre ordre qui se rapproche des djélis, mais c'est souvent les bardes, les troubadours, donc des, les bouffons. Il y a ces catégories-là qui sont là pour, j'allais dire quelque part, amuser un peu la société. Donc, il faut beaucoup de bouffonnerie et créer des situations j'allais dire, de grande convivialité quand il s'agit d'amuser les populations. Il y a aussi cette catégorie au bas de l'échelle des groupes socioprofessionnels. les musiciens, où se situent-ils? Les musiciens sont à ces deux niveaux. Il y a ceux qui sont les djélis, qui sont les maîtres de la parole, qui ont une certaine forme de musique. Il y a d'autres catégories disons, de musiciens qui sont là pour distraire et qui sont plus de l'ordre disons, des troubadours au niveau théâtre. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est une catégorisation qui a aujourd'hui, où les repères sont un petit peu, j'allais dire, ont bougé. Je ne dirais pas qu'on disparu, ont bougé. Nous allons trouver au sein des forgerons, comme au sein des djélis, de plus en plus aujourd'hui j'allais dire, une dépréciation de la fonction initiale, qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous allez rencontrer des situations où il y a une trop grande propension à, j'allais dire, à une relation que je qualifierais de légère à l'histoire ou à la généalogie, où par le fait de l'argent et du rôle de l'argent dans la société, pour plaire au maître du jour, des djélis peuvent se mettre dans une situation de, de proférer des louanges sans fondement réel par rapport à la généalogie et donc créer les conditions de se faire bien voir. Parce qu'en réalité, à l'origine, à chaque famille de Horon est associé un djéli qui connaît toute l'histoire de la famille et dont le rôle est en fait très pédagogique. Chaque fois qu'un membre de la famille peut se trouver dans une situation d'indignité par son comportement, logiquement, le djéli, son rôle, c'est de lui rappeler les hauts faits de ses ancêtres pour qu'il puisse rester digne de cette tradition et avoir un comportement honorable dans la cité. Et donc, de ce point de vue, cette fonction pédagogique aujourd'hui a pris des proportions qui sont de l'ordre d'inventer même des faits et puis de faire la cour plutôt au maître du jour. Autrement dit, celui qui paye se voit faire des louanges. Oui, c'est ça, exactement. Et puis on fait des louanges en veux-tu, en voilà, un peu partout, sans connaître, disons, j'allais dire, l'histoire réelle de l'acteur ou de la famille. Alors, cette tradition
des groupes socio-professionnels, elle remonte à quand? Quelle est son origine première? Est-ce qu'on le sait? Écoutez, ça remonte à la nuit des temps, hein, par rapport à nos sociétés. Euh, il y a des hypothèses. Euh, En fait, euh, à l'origine, cette différenciation est née d'une certaine division du travail qui s'est instaurée suite aux faits historiques, des situations de conflit ou de difficultés dont les gens, finalement, pour les gérer, ont eu j'allais dire, des comportements différents et qui ont donné naissance à cette différenciation sociale. Je prends un exemple. Euh, En fait, on raconte dans l'histoire mandingue que euh, euh, les, les Traoré et les Diabaté seraient de la même souche. Or, les Diabaté aujourd'hui sont dans la lignée des Djeli, donc de ceux qui racontent les hauts faits des autres. Apparemment, c'était deux frères, dont l'un a fini par, dans des circonstances difficiles, a fini par être secouru par l'autre. Et donc, celui qui a été secouru a décidé que toute sa progéniture va être redevable à son frère et donc se mettre à son service pour, disons, faire ses louanges. Donc, du coup, c'est de là que serait née la partie, maître de la parole de cette famille qui, au départ, était la même. Au niveau des forgerons, euh, en réalité, ce serait le fait d'avoir été les guerriers les plus importants au moment des guerres, les fabricants d'armes, qui ont créé cette situation qui auraient créé cette situation de ceux qui maîtrisent le fer et le feu, et qui finalement était une catégorie qui, disons, détient à la fois la puissance et aussi le secret du fer et du feu. Et donc d'une position peut-être de guerrier, défenseur, de prêtre, connaisseur, finalement, la dépréciation arrive aujourd'hui à cette catégorie sociale dite inférieure qui est redevable au haut rang de sa position. Il y a donc une évolution au niveau de cette catégorisation, mais je crois que cela mérite des recherches plus poussées pour pouvoir véritablement situer ses origines. Est-ce que ces distinctions socio-professionnelles se font dans tout le Mali de la manière identique, ou est-ce qu'il y a entre régions des distinctions tout à fait particulières ou tout à fait spécifiques? Il peut y avoir des distinctions spécifiques en fonction des communautés, pas des régions, en fonction des communautés linguistiques, ce que les gens appellent les ethnies. Mais globalement, c'est une distinction qui est assez générale, globalement. Et qui dépasse les limites du Mali? Oui, qui dépasse les limites du Mali. Dans tout l'Ouest africain, vous allez retrouver à peu près les mêmes catégorisations. Mais je crois que ce qu'il est intéressant de dire à ce niveau-là, c'est que cette catégorisation est à la fois une hiérarchisation, mais en même temps un moyen extraordinaire d'équilibre au niveau du jeu des relations sociales. C'est-à-dire qu'il s'instaure entre ces différentes catégories des relations telles que autant on peut dire que le djeli est assujetti à une famille, autant la famille du Horon, avec son djeli de famille, a une relation, j'allais dire, d'écoute vraie et de respect quelque part.
En d'autres termes, quand il s'agit de faire changer de position à un oron sur une situation donnée, le maître de la parole peut y arriver. Parce que le oron ne lui refusera pas cette sollicitation, compte tenu justement de cette, relation profonde qui s'ancre dans la tradition familiale. De même, alors là, nous arrivons sur cette notion des alliances. Il y a des alliances très fortes qui font que, par exemple, entre des catégories données socio-professionnelles et des communautés linguistiques données, il y a un tel pacte que quand vous vous adressez quand ils s'adressent les uns aux autres, ils se font des concessions mutuelles qui sont de l'ordre vraiment d'un pacte d'alliance. On parle de parenté à plaisanterie. Comment est-ce que ça s'inscrit dans ce type de tradition? Alors, je crois que là, il faut distinguer deux choses. Il y a la parenté à plaisanterie d'un côté et il y a les alliances à plaisanterie. C'est deux choses différentes. La parenté à plaisanterie se situe dans l'espace, j'allais dire familial, à l'intérieur d'une famille et dans la relation matrimoniale. Par exemple, les cadets des conjoints au niveau d'une famille ont des relations avec l'époux ou l'épouse qui sont des relations de plaisanterie. C'est-à-dire, par exemple, le jeune frère du mari d'une dame et dans sa relation avec cette dame, avec l'épouse de son grand frère, dans une relation de plaisanterie. Et cette relation qui fait que ils ont des rapports assez particuliers où toute la relation avec le mari passe par l'intermédiaire du jeune frère du mari. Ainsi, par exemple, si le mari a des remontrances à faire à son épouse, le jeune frère peut être le relais pour gérer cette relation. Pourquoi est-ce que le mari passe par le jeune frère plutôt que de passer directement par une explication avec son épouse? Non, l'explication peut se faire avec son épouse, ça n'exclut pas. Mais beaucoup de situations qui sont parfois difficiles à gérer entre l'épouse et le mari, par exemple, l'épouse passe par le jeune frère du mari pour, j'allais dire, faire savoir au mari ses préoccupations. Le jeune frère du mari a le droit de plaisanter ou de railler le mari en fonction des erreurs qu'il fait? Non, l'épouse. C'est le jeune frère du mari. Le jeune frère du mari a par rapport à l'épouse. Alors, oui, alors si tu C'est bien, ça. le jeune frère du mari est en relation de connivence avec l'épouse. C'est ça. Quel est ensuite le rôle de ce jeune frère? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, le jeune frère? Non, il a le droit d'aborder toutes les questions que peut-être l'éducation interdit à l'épouse d'aborder directement avec son mari. Par exemple, toutes les relations intimes. Excusez-moi, on va devoir couper parce que je vois qu'il y a un petit... En somme, le frère cadet du mari est le confident de l'épouse qui, lorsqu'elle a besoin d'aborder des sujets difficiles, délicats avec son mari, peut passer par l'intermédiaire du cadet, du mari, avec lequel il n'y a aucun sujet tabou, y compris les questions les plus intimes qu'elle peut avoir. Et alors, leurs relations sont des relations à plaisanterie. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire là, la parenté à plaisanterie qui joue. Les deux plaisantent? Les deux plaisantent, l'épouse et le cadet du mari.
D'ailleurs, en fait, le cadet du mari est le mari symbolique de l'épouse. Et donc, toutes les questions difficiles à aborder avec le mari peuvent passer par l'intermédiaire du cadet et vice-versa. Le cadet peut s'arroger le droit d'interpeller l'épouse, même s'il n'est pas même s'il n'est pas le messager du mari. Euh, Lui voyant la relation familiale, la relation des époux telle qu'elle se vit, il peut interférer et jouer le rôle du mari frustré, le mari qui n'a pas la bonne nourriture qu'il lui faut, etc. Euh, je crois que et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu de relations est vraiment l'exutoire de toutes les tensions à l'intérieur de l'espace familial. Et c'est ce qui fait, à mon avis, qui constitue l'essence même de toute l'organisation des relations au niveau de notre société, tant dans l'espace familial qu'au niveau sociétal global. Ça renvoie à cette dimension que j'évoque souvent, ce qui parfois est considéré par l'œil extérieur, l'œil étranger, comme une hiérarchie rigide au niveau de l'organisation sociale, est en réalité une relation de pouvoir et de contre-pouvoir bien équilibrée, tant au niveau de l'espace familial qu'au niveau de la société. Et cela se joue à travers ces relations qui sont de l'ordre de la parenté à plaisanterie à l'intérieur de l'espace familial ou matrimonial, ou de l'ordre de l'alliance à plaisanterie. Et de ce point de vue, je crois que ce sont des dispositifs, j'allais dire, très performants de régulation, j'allais dire, sociale, tant dans les relations interpersonnelles que dans les relations intercommunautaires au niveau global. Quand vous dites intercommunautaire, comment ça s'organise, ces alliances à plaisanterie? En réalité, il y a des rapports entre les différents groupes, les différentes communautés linguistiques, dont l'origine remonte à leur histoire commune, partagée enfin, dans le même espace, soit à travers des pactes qui ont eu lieu entre ces communautés à l'occasion de rencontres antérieures qui ont pu souvent être conflictuelles, où ils se sont jurés de ne plus se faire de guerre, soit par des relations, j'allais dire, de voisinage qui ont permis de vivre des événements importants ensemble. Donc, par exemple, les Peuls et les Mandingues ont cette relation de plaisanterie en tant que groupe linguistique différent. C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement? Ben, les rapports sont des rapports de moquerie, de raillerie, qui font que même quand il y a des situations difficiles, on peut jouer ce registre-là pour pouvoir dédramatiser les relations. Est-ce que ce sont vous pensez que ça évite, est-ce que ça a évité dans l'histoire de graves conflits? Bien sûr, Est-ce que ça a épargné des morts? bien sûr. Cette relation, cette alliance à plaisanterie qu'on appelle en mandingue le Sinankuya, a été qualifié j'allais dire, de moyens particuliers d'éviter le conflit en jouant le conflit. C'est le professeur Sori Kamara qui d'ailleurs le dit, c'est-à-dire que c'est un moyen d'éviter la guerre en jouant la guerre. Et je crois que c'est une expression très, très intéressante parce que toute la dédramatisation des relations crée les conditions d'une convivialité telle qu'en fait on évite les conflits. Aujourd'hui au Mali, à l'heure des cybercafés et de la globalisation, est-ce que ce type de relations existe encore? Est-ce qu'elles arrivent à se maintenir? Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, pour tous ceux qui
qui sont ancrés dans leur culture au niveau malien, qui savent par leur éducation et par leur environnement social que ces relations existent, ça joue totalement. Et d'ailleurs, toute notre éducation est fondée sur cet apprentissage. Est-ce qu'on l'apprend à l'école? Non, à l'école aujourd'hui, non. Mais ça devrait être mis à l'école. Ça fait partie des projets qui devraient être formalisés, puisqu'il y a un grand programme en élaboration d'éducation à la culture de la paix et aux droits humains. Quand vous étiez ministre de l'Éducation, est-ce que vous avez été tenté d'enseigner ces valeurs dans vos écoles? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en réalité, nous avons initié à l'époque où j'étais à l'éducation, à la demande du président de la République, une réflexion sur comment faire en sorte qu'au niveau de l'école, nous puissions transmettre ces valeurs essentielles qui relèvent d'une véritable culture de la paix dans notre propre tradition à nous. En fait, ce qu'on appelle le Sinankuya en mandingue, donc cette alliance à plaisanterie, et disons tous les aspects de la parenté à plaisanterie qui peuvent dans nos langues prendre différents noms, mais je prends le cadre de la langue mandingue. La relation que j'évoquais tout à l'heure avec le cadet du mari, c'est le Nimogoya. La relation de plaisanterie entre les cousins donc collatéraux s'appelle la Kanumeya. Et puis la relation de plaisanterie que les camarades du même âge développent entre eux, ça s'appelle le Flania. Vous savez, et toutes ces relations en fait créent des rapports qui permettent de dédramatiser les conflits éventuels qui peuvent naître dans les relations interpersonnelles. Est-ce que ça a été jusqu'à prévenir des guerres entre communautés? Est-ce que ça a épargné à ce point les conflits? Est-ce que ça a été jusqu'à épargner des guerres? Bien sûr, ça il faut remonter dans l'histoire. On pourra toujours s'adresser aux historiens pour rappeler des faits qui sont aujourd'hui connus. Mais en tout cas, plus récemment, ce recours à ces rapports sociaux a permis en grande partie de résoudre un certain nombre de conflits que nous avons connus dans le Mali contemporain, en particulier ce conflit du Nord qui a, disons, qui a perduré dans le nord du Mali sur une trentaine d'années, à plusieurs moments de l'histoire récente de notre pays, pour des raisons différentes. Ce conflit a traversé les années et a pu trouver une solution grâce justement à l'activation de ces mécanismes de relations entre des communautés qui, à la fois à travers des alliances matrimoniales, à travers aussi un voisinage permanent qui s'apparente en fait à une parenté réelle, on a pu, disons, faire appel à ce dispositif et à créer les conditions d'une véritable médiation nationale qui a permis de résoudre ce conflit à terme et de recréer les conditions d'une vraie parenté, j'allais dire, entre ces communautés. Le fonctionnement des relations sociales tel qu'il est aujourd'hui encore vivant au Mali dépasse les frontières du Mali. C'est un certain nombre de règles qu'on retrouve dans l'Ouest africain. Est-ce que vous-même, lorsque vous allez au fond de vos racines profondes, est-ce qu'elles s'arrêtent au Mali ou est-ce qu'elles englobent tout l'Ouest africain? C'est tout l'Ouest africain. Et vous savez, un des exemples de cette relation, c'est
c'est ce qui transparaît à travers les noms patronymiques. Cette relation, j'allais dire, d'alliance à plaisanterie, elle traverse tout l'Ouest africain et en fonction des communautés linguistiques, vous avez des patronymes qui sont dans cette relation de plaisanterie. Par exemple, en milieu bambara, en milieu mandingue, vous allez avoir les Traoré et les Diarra qui sont des alliés à plaisanterie. Un Traoré va toujours chahuter un Diarra en le traitant de tous les noms et vice-versa. Donc, partout où vous avez, j'allais dire, cette relation au niveau des communautés linguistiques, donc c'est en fonction des différentes communautés linguistiques, vous pouvez trouver des situations dont des situations difficiles qui peuvent se régler en faisant appel à cette alliance à plaisanterie à tout moment. Ces liens sociaux qui vous unissent dans l'Ouest africain, est-ce que ça vous pousse à construire ensemble une identité politique, à l'instar de ce qui se passe avec l'Union européenne aujourd'hui? On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. En fait, vous savez, j'ai coutume de dire que l'intégration au niveau de l'Afrique peut être véritablement un projet du cœur et non pas de la raison. Parce qu'en réalité, le visage actuel de l'Afrique est un visage qui date de 116 ans, 118 ans. Mettons 118 ans. Berlin, 1885, où l'Afrique a été divisée, partagée comme un gâteau et qui donne aujourd'hui une situation où, de part et d'autre des frontières actuelles, en fait, c'est la même communauté qui existe. J'allais dire quelque part la même nationalité. Et donc, de ce point de vue, reconstruire ce tissu social peut être beaucoup plus repenser un projet rationnel de coopération entre des États. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante en fonction des différentes régions africaines. Donc toute la région ouest africaine peut s'intégrer sur cette base-là parce que de part et d'autre des frontières, vous avez les mêmes continuités historico-socio-culturelles. Denis de Rougemont, un des penseurs de l'Europe des régions, disait les frontières sont les cicatrices de l'histoire et tout est à ressonger en termes de région, d'unité de région. Est-ce que c'est une chose qui, à votre avis, s'adapte et s'applique à la réalité africaine? Mais plus qu'ailleurs, je dirais, compte tenu de ce que je viens de dire par rapport à la carte de l'Afrique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Vous savez, l'ancien président du Mali, le président Konaré, a coutume de dire que ces frontières doivent être considérées comme des points de suture et non pas de rupture. Parce que le tissu social de ces communautés a été lacéré par ce partage de l'Afrique. Et donc, de part et d'autre, la ligne qui partage doit être considérée comme un point de suture de ce tissu qui a été, disons, déchiré. Et de ce point de vue, les facteurs socioculturels tels que la langue, les habitudes, les traditions, l'organisation sociale peuvent constituer les éléments de ces points de suture et permettre une recomposition de ce, j'allais dire, de cette entité, de ces entités constitutives d'un grand ensemble de l'Afrique de l'Ouest et des autres régions d'ailleurs de l'Afrique. Quand vous prenez chaque région de l'Afrique, vous pouvez trouver le même schéma dans toutes les grandes régions géographiques de l'Afrique aujourd'hui. Monsieur Samasekou, vous avez parlé du Mali du cœur, de votre Mali. Quel est votre Mali?
Vous savez, si je devais vous raconter mon Mali, je dirais que le Mali, c'est ce que nous appelons en mandingue le Maya, ou euh, en Songhai, Boroterei, ou en Fulfulde, Netaku, etc. Je pourrais prendre chacune des langues du Mali, vous allez avoir partout. Ce que peut-être en Afrique australe on appelle l'Ubuntu. C'est cet humanisme qui fonde un vrai respect mutuel, une solidarité mutuelle, j'allais dire un mouvement naturel de l'un vers l'autre, d'acceptation de l'autre et un effort constant de compréhension de l'autre, une recherche constante d'un compromis dynamique avec l'autre et d'un consensus basé sur ce respect et cette ouverture à l'autre. Cette disposition permanente de dialogue avec l'autre. C'est ça le Mali, c'est ce Maya. Le fait que, en réalité, qui est fondé sur toute notre éducation de base, dans chacune de nos familles, ce qu'on nous apprend au quotidien, c'est un certain nombre de valeurs positives qui se manifestent dans la plupart de nos dictons. D'abord, la première chose qu'on nous apprend, c'est se connaître soi-même, savoir d'où l'on vient. L'on dit savoir nager, c'est bien, savoir monter à cheval, c'est bien, mais se connaître soi-même, c'est mieux. L'on dit aussi, si tu oublies tes racines, tu demeureras perplexe face à ton destin. L'on dit aussi, chez nous, l'homme vient au monde entre les mains des hommes et ce sont ces mêmes mains qui portent l'homme dans sa dernière demeure. L'on dit aussi, je suis un être humain non pas parce que je pense que je suis un être humain, mais c'est à travers le regard de l'autre porté sur moi que je suis un être humain. Tout cela pour vous dire l'importance que nous accordons à l'altérité, à la relation à l'autre, qui fonde notre relation et notre propre existence. C'est aussi l'apprentissage permanent du compromis dynamique, du consensus, de l'écoute de l'autre. On dit savoir accepter l'avis de l'autre, savoir se faire des concessions mutuelles. En mandingue, koto nyokontala. Nous discutons, mais il faut savoir accepter la position de l'autre. Il y a 3 choses, dit-on aussi, au monde. Quand vous ne les prenez pas avec bon sens, c'est-à-dire avec mesure, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Le pouvoir, l'argent, la connaissance. Tous ces éléments sont constitutifs de notre éducation. C'est dans cette ambiance que nous baignons au niveau de notre éducation. Et quand vous ajoutez à cela le contexte social que je vous ai décrit tout à l'heure, caractérisé par, j'allais dire,
ces relations à plaisanterie, en termes d'alliance à plaisanterie ou parenté à plaisanterie, qui font que dans l'organisation sociale, il y a 1001 manières d'évacuer les tensions, de créer une vraie convivialité. Eh bien, ça fonde ce qu'on pourrait appeler cette démocratie, j'allais dire, dans le fonctionnement social. Et ça fonde aussi cette solidarité vraie, c'est-à-dire ce sentiment d'être dépendant l'un de l'autre. Et ça met en exergue des mécanismes qui sont constants dans toute notre organisation sociale, c'est-à-dire la médiation et la négociation. Nous sommes, et c'est ça notre Mali, c'est ça notre culture. Nous sommes en permanence dans l'effort, j'allais dire naturel, d'écoute de l'autre et de recherche d'une relation harmonieuse avec l'autre. D'ailleurs, cela s'origine aussi dans notre vision du monde. Et je crois que là, c'est une vision, je peux même dire africaine du monde. Nous avons une relation au cosmos, une relation à notre environnement, au sens large du terme, qui est une relation de quête permanente d'harmonie, pas de rupture, pas d'agression. Toute notre cosmogonie est liée à cette attitude par rapport à l'environnement au sens large, que ce soit le cosmos, l'univers, que ce soit les relations interpersonnelles. C'est cette recherche permanente d'harmonie qui caractérise notre agir au quotidien. Et cela se voit d'ailleurs dans les modalités de rencontre que nous avons avec l'autre. Dans la plupart de nos langues, quand nous saluons l'autre, nous le saluons avec ce souci de le mettre en relation avec l'instant présent. Par exemple? Par exemple, toutes les parties de la journée sont divisées. Peut-être que ça existe ailleurs. On dira toujours « Je te salue avec le temps présent, le moment présent ». Et donc, si c'est le matin, on dira « Toi et le matin ». Si c'est le midi, le jour, on dira « Toi et le jour ». Sous-entendu, je souhaite que vos relations soient des relations harmonisées, de paix. Et on dira toujours le matin, toujours, dans chacune de nos langues, as-tu passé la nuit en paix? Et on fait immédiatement les souhaits. Je souhaite que tu passes cette journée en paix et dans l'inquiétude. Ce souci permanent de paix intérieure et de paix avec les autres est une des caractéristiques fondamentales de notre culture. Les dictons que vous avez cités tout à l'heure, est-ce qu'on les situe dans le temps? Est-ce que ce sont des dictons récents ou est-ce qu'ils sont, eux aussi remontent dans la nuit des temps? C'est la nuit des temps, absolument, absolument. Et c'est ce qui fait que, en fait, notre société continue à être très fortement solidaire de ce point de vue. Mais dès lors, comment peut-on expliquer que malheureusement, des conflits, il y en a eu, et il y a eu des guerres et des guerres sanglantes, même au sein de votre culture? Vous savez, à mon avis, chaque fois que on a laissé la porte ouverte à des dérives, chaque fois qu'on n'a pas été dans ce axe-là, évidemment, c'est la naissance et le développement de conflits. Alors, évidemment, c'est le professeur Doulaye Konaté d'ailleurs qui dit qu'il ne faut pas qu'on ait le sentiment que l'Afrique avant la période coloniale était un havre de paix. Et que c'est justement parce qu'il y avait beaucoup de conflits possibles que justement le système social a mis en place ces exutoires de ces conflits pour les prévenir et pour les gérer. Donc, c'est encore une fois cette vision dialectique des choses qui permet de comprendre que la
la stabilité de nos sociétés a été liée à cette culture profonde de la paix. Parce que justement, les tensions, les guerres, comme dans toute communauté humaine, sont liées disons, à la relation interpersonnelle, à la relation intercommunautaire, et que nos sociétés ont essayé de développer ces mécanismes qui permettent d'éviter les conflits ou de mieux les gérer quand ils apparaissent. Vous appartenez à ce groupe des forgerons qui, dans la tradition, est celui aussi des guerriers, des soldats. Alors, dans cette culture de paix à laquelle les Maliens sont attachés, comment le forgeron est-il perçu en tant que guerrier? Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas perçu comme guerrier. Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, il est perçu comme un des artisans de la paix, avec les djélis, ceux qui font la médiation pour apaiser les cœurs et les esprits, en proférant les paroles idoines en fonction des circonstances. Parce que, d'une part, connaissant l'histoire, détenteurs de l'histoire, les djélis, d'autre part, connaissant les mots appropriés, les concepts appropriés pour apaiser les cœurs et les esprits. En qualité de prêtre, j'allais dire. Vous parlez de prêtre. Que signifie dans votre appréciation le mot prêtre? Comment devons-nous le comprendre? Les détenteurs de la connaissance et de la sacralité des attitudes et des comportements. Est-ce que ça se confond avec une religion, en particulier avec l'islam qui est Non, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler la religiosité africaine. C'est cette relation au cosmos et à l'environnement qui se caractérise par j'allais dire une attitude particulière, une appréciation particulière de la relation du visible et de l'invisible. Vous êtes vous-même musulman, comme une majorité des Maliens. Est-ce que cette appartenance à l'islam est une chose qui se confond, qui se dédouble? Comment le jugez-vous par rapport à la culture profonde, la culture la plus ancienne de l'Afrique? Vous savez très bien que l'islam africain est un syncrétisme entre cette culture profonde et les préceptes de l'islam. Mais là, il y a plusieurs attitudes qui se vivent. En règle générale, le Coran, évidemment, a proscrit toute la relation, disons, aux objets déifiés. Je veux utiliser des termes qui soient appropriés. On parle de fétiche, on parle d'idole, etc. Ça c'est proscrit par le Coran. Il n'en demeure pas moins que la relation intime à une puissance divine supérieure et ce qui est partagé par toutes les religions, y compris cette relation, disons, qui passe par l'intermédiaire d'objets particuliers dans lesquels on reconnaît la divinité suprême et que certains appellent animisme et que moi j'appellerais plutôt vitalisme parce que c'est la notion de la vie qui traverse tous les objets, y compris ceux qui sont censés être inanimés. Alors chez vous précisément, chez vous-même, Monsieur Samasekou, est-ce que le vitalisme est prépondérant par rapport à l'islam? Qu'est-ce que vous sentez en premier, en vous-même? Qu'est-ce qui apparaît en premier? Le vitalisme ou l'islam?
Oh, vous savez, c'est Samasekou. Je peux pas je peux pas me, me décortiquer là. C'est difficile. Je pense que euh, je suis une une continuité qui euh, se vit comme profondément ancrée dans les Mhm. profondeurs de sa culture, qui est déjà elle-même cette culture, le fruit de beaucoup d'interférences. Euh, je ne me pose pas cette question. C'est-à-dire que je me vis en tant que forgeron musulman, euh, et je n'ai pas cette ambivalence ni dans la pensée ni dans l'attitude. Et vous Donc, n'êtes pas tiraillé parfois. Est-ce que vous sentez parfois des tiraillements, voire même des contradictions entre, je dirais, euh, votre religion et votre être peut-être spirituel non, il n'y a pas de tiraillement parce qu'il n'y a pas de pratique ancestrale aujourd'hui vivante de cette forge. Parce qu'avant, il y avait des pratiques, mais qui ont disparu avec les détenteurs de ces connaissances et de ces savoirs. Donc, moi, je suis déjà le fruit d'une mutation, j'allais dire. Mhm. Mais avec probablement cette référence permanente à une origine euh, qui est, j'allais dire, euh, qui est intégrée dans mon être en tant qu'acteur aujourd'hui. En Afrique, certains courants radicalisés voudraient en quelque sorte revenir avant l'époque de la colonisation et de tous ces aspects, et en particulier remettre en question les religions importées comme l'islam ou le christianisme, en disant notre culture africaine et nos pratiques religieuses africaines nous appartiennent davantage que les religions arrivées après. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce type Non, de moi je réaction? crois que la culture est dynamique et n'est pas statique. Je crois que euh, tout cela fait partie de notre culture aujourd'hui. Mhm. Euh, il est, c'est probablement dans l'agir au quotidien euh, que l'on trouve, j'allais dire, la symbiose, le mariage entre ces différents apports. Mais la référence suprême, ce sont les valeurs positives. Que ce soit la culture ancestrale africaine, que ce soit la culture venant de la religion musulmane, que ce soit la culture occidentale, à chaque strate, je pense que l'équation, c'est de pouvoir euh, recenser et retenir les valeurs positives. Et ces valeurs positives sont déjà données dans la culture ancestrale africaine. Et c'est de ça que je vous parlais au début. C'est ce rapport à l'autre. C'est cette ouverture vers l'autre. C'est ce souci d'écoute, de compréhension. C'est ce dialogue permanent qu'on établit et ce souci d'harmonie avec l'autre. Alors chaque fois qu'effectivement un apport culturel extérieur peut perturber cette dimension, il faut, à mon avis, résister. Vous êtes en Suisse. Comment observez-vous, comme Malien, les valeurs que les Suisses ont? Est-ce que, par rapport à ce que vous disiez, solidarité, respect de l'autre, des notions fondamentales dans l'éducation malienne, est-ce que vous les retrouvez euh, chez les Européens, chez les Suisses? Je n'ai pas suffisamment vécu en Suisse pour pouvoir porter un jugement, mais j'ai comme des flashs, quelques impressions euh, que j'ai tirées de mes premiers contacts. Je dois dire que ce qui m'a frappé lorsque je me suis rendu, j'allais dire quelque part en visite officielle à Berne pour rencontrer les autorités,
entre deux visites, entre deux audiences, j'ai pris le temps de découvrir un peu la ville et euh, on m'a amené visiter la fosse aux ours. Ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est l'existence de cette tradition euh, qui, qui m'a amené à faire machinalement une comparaison avec la tradition africaine. Nous avons, vous savez, dans chaque village, l'animal protecteur du village et le bosquet sacré où se trouvent les génies tutélaires du village. Je me suis dit, mais cette fosse aux ours, parce qu'on dit que Berne, c'est aussi l'ours, d'origine, le fait de conserver cela et d'en faire un lieu de visite, c'est peut-être quelque part aussi cet attachement à la tradition et aux origines. En visitant la ville, je me suis rendu compte aussi que l'urbanisation était assez particulière, c'est-à-dire euh, les maisons sont bâties en suivant le relief. Je me suis dit, est-ce que là aussi, c'est peut-être un souci d'être en harmonie avec l'environnement? Est-ce que c'est aussi une caractéristique peut-être chez les Suisses de ne pas agresser l'environnement, même s'ils sont des Occidentaux? Parce que et je me suis dit, peut-être quelque part, il y a aussi ce souci d'être dans le micro, d'être en harmonie avec le terroir. Alors, quand j'essaie d'analyser aussi l'organisation politique au niveau de la Suisse et l'organisation sociale, quand je vois que la Suisse, c'est ce pays avec ses 4 identités culturelles et linguistiques, dans lesquelles on essaie de garder un équilibre au niveau politique, et cette confédération avec le rôle des cantons et cette présidence tournante, et je me dis quelque part, c'est des valeurs qui me parlent. C'est des valeurs qui me parlent. C'est ce souci peut-être de préservation d'une diversité culturelle qui est un enrichissement. Et de ce souci peut-être aussi de quête permanente d'un équilibre euh, qui montre peut-être une volonté d'être proches les uns des autres. Est-ce que les valeurs comme la solidarité, vous les ressentez comme vivantes? Est-ce que vous arrivez à les percevoir en tout cas, par rapport à celles qui... Écoutez, est-ce qu'elles font écho à ce que vous avez eu l'habitude de voir au Mali? Si on définit la solidarité comme étant le souci de reconnaître l'autre, de partager avec l'autre, pas le matériel forcément, mais de partager les idées, d'entendre, d'écouter l'autre. Le souci de se porter au secours de l'autre. C'est-à-dire, j'allais dire tout cela en termes de dire être attentif aux préoccupations de l'autre. Pas du point de vue matériel d'abord. Peut-être effectivement que dans cette organisation politique, avec ces entités où on essaye de préserver un équilibre, c'est peut-être un souci de solidarité. Peut-être. Est-ce que vous vous sentez bien accueilli en Suisse? Je suis dans un milieu où j'ai été non seulement bien accueilli, mais accompagné par les acteurs qui partagent avec moi le souci de réussir ce grand événement qui est le sommet mondial sur la société de l'information. Donc je crois que de ce point de vue, je crois que je bénéficie d'un accueil exceptionnel. Parce que c'est un défi pour la Suisse aussi de réussir ce sommet en cette année où la Suisse est devenue membre du système des Nations Unies. Donc cet environnement-là, et puis au-delà des relations professionnelles, j'ai rencontré
des hommes et des femmes qui ont manifesté une vraie relation humaine telle que je la vis, c'est-à-dire cette capacité d'écoute réelle de l'autre et de relation vraie avec l'autre, qui est une relation liée à ce que j'appelais le maya, le respect mutuel, l'humanisme au sens profond du terme. Mais c'est vrai aussi que j'ai retrouvé en Suisse des amis que j'avais connus au Mali, et avec lesquels j'avais eu les meilleurs rapports quand j'étais ministre de l'Éducation, mais lesquels rapports ont continué parce que c'est des vrais rapports. Ce n'est pas des rapports de hiérarchie, mais des rapports d'amitié réelle qui ont pu se vérifier au fil du temps. Donc là, on peut dire effectivement que j'ai eu des expériences intéressantes de relations très solidaires. Quel est le but du sommet et pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe de fondamental au cours de ce prochain sommet? Alors vous savez, mon rêve, c'est que ce sommet soit véritablement le sommet de la solidarité. Qu'on puisse dire que nous avons organisé un sommet mondial de la solidarité au sens où, d'abord, ce sommet s'attaque à une problématique grave. C'est un écart de plus en plus important entre les pays qui maîtrisent les technologies de l'information et de la communication et ceux qui en sont loin, qui en réalité ne connaissent même pas les nouvelles technologies. Même les anciennes technologies sont très peu répandues, à fortiori les nouvelles technologies. Ce sommet s'attaque à réduire ce qu'il est convenu d'appeler le fossé numérique dans cette nouvelle révolution du numérique, mais qui en réalité cache un fossé plus profond, un fossé économique et social. Les pays comme les nôtres, les pays du Sud, qui dans les relations internationales font partie des pays les plus pauvres et qui, au fil du temps, continuent à être de plus en plus pauvres alors que les pays industrialisés continuent à accumuler de la croissance et de la richesse. Ces grandes inégalités qui se constatent au niveau du monde et qui renforcent et développent la pauvreté, la misère, l'ignorance au niveau de la plus grande partie de l'humanité. Comment s'attaquer à ces grandes questions en faisant d'un usage maîtrisé et généralisé des nouvelles technologies de l'information et de la communication le moyen, j'allais dire, fondamental de résoudre ces grandes questions qui se posent à l'humanité. Comment faire en sorte que toutes ces populations, tous ces peuples qui sont restés et qui restent en marge des grands flux de l'information et de la communication, parce que simplement en ne maîtrisant pas les langues dans lesquelles ces échanges d'informations se font, comment faire en sorte que ces populations, ces peuples aient accès à cet échange et participent à cet échange avec leur langue, leur culture. Si ce sommet peut permettre de s'arrêter un peu au niveau des grandes relations internationales au niveau de ce monde et que les acteurs puissent s'asseoir autour de la même table et se disent « Nous avons fait plusieurs conférences au niveau du système des Nations Unies. Nous avons fait plusieurs déclarations de lutte contre la pauvreté, contre la maladie, contre l'analphabétisme. Il est grand temps que nous puissions aujourd'hui faire le point de toutes ces déclarations et véritablement donner un nouveau signal à la communauté internationale
faire en sorte que ce sommet, avec le formidable potentiel que constituent ces nouveaux outils, puisse faire le changement, puisse réellement amorcer la réduction de ces grands maux de l'humanité. Alors si ce sommet peut nous permettre de faire cela, ce sera à ce moment-là véritablement le sommet d'une nouvelle solidarité entre les États, entre les nations. Qu'est-ce que vous espérez qui peut se produire et qui peut changer par rapport à d'autres réunions restées sans lendemain jusqu'à présent? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence cette fois-ci? À mon avis, ce qui pourrait faire la différence, c'est que il y a une prise de conscience mondiale de l'inacceptable, du fait que cette situation que nous vivons est de plus en plus inadmissible. Je renvoie au dernier sommet des Nations Unies, celui de Johannesburg, il y a un an, où les plus hautes autorités des pays les plus stratégiques, les plus riches, disons, les plus puissants de ce monde, ont eu à admettre ce constat et à s'en faire l'écho, en disant par exemple que 10 ans après Rio, il est inadmissible que, comme je le disais tout à l'heure, les pays les plus pauvres continuent à être plus pauvres et les plus riches continuent à être les plus riches. Ce constat en lui-même est extrêmement positif parce que la reconnaissance de cette situation est un levier pour pouvoir dire, avec le sommet qui vient, nous avons une chance historique, unique, de changer cette situation. Alors, je pense qu'à ce sommet, d'abord, il est important que l'on passe du discours à l'acte. C'est-à-dire que, par exemple, qu'on s'engage dans la mise en œuvre d'actions concrètes qui peuvent permettre de donner de vraies perspectives de changement dans des domaines clés. L'éducation, qui permet de pourvoir un pays en ressources humaines de qualité, permettant justement d'assurer le changement. Comment faire en sorte que, et c'est possible aujourd'hui avec les moyens à notre disposition, de combattre définitivement l'ignorance à travers le monde. Il est inadmissible aujourd'hui que plus de 800 millions d'adultes à travers le monde ne sachent ni lire ni écrire, et la grande majorité en Afrique, dans notre continent. Comment faire en sorte que l'accès à l'école comme espace d'apprentissage et de renforcement des connaissances, que cet accès soit encore, dans certaines de nos régions, limité à moins de la moitié des enfants en âge d'aller à l'école. C'est inadmissible aujourd'hui, à l'ère du numérique. Il y a à la fois la fracture digitale, on parle de fracture digitale aujourd'hui, et en même temps, on a l'impression que les techniques se développent rapidement un peu partout. Je vais prendre des exemples. Si le téléphone a mis extrêmement longtemps à arriver dans les régions reculées d'Afrique, par exemple, on est frappé de voir que, par exemple, le portable suit de quelques années les premiers portables qu'on a pu voir en Occident. Qu'aujourd'hui, à Bamako, on trouve des cybercafés, alors qu'il y a 5-6 ans, en Suisse, par exemple, il n'y en avait pas un seul non plus. Je m'exprime mal, je veux dire. On voit à Bamako des cybercafés. Il y a 6 ans, il n'y en avait pas un seul en Suisse. Oui. Donc,
la distance temporelle entre les nouvelles techniques et leur application et leur répartition dans les régions même pauvres du globe semble paradoxalement assez courte. Mais je crois que c'est cela l'avantage que nous devrions mettre à profit aujourd'hui. Ce raccourci du numérique, c'est une image, peut être pour nos pays un moyen formidable de réduire les fractures sociales et économiques, si nous développons évidemment les politiques appropriées pour ce faire. C'est là un des grands enjeux de tout ce processus du sommet. La globalisation donne la chance, en tout cas, à chacun de se faire entendre sur l'ensemble de la planète, moyennant qu'il y ait des relais suffisants. C'est aussi une chance pour l'Afrique de se faire entendre davantage, puisqu'il suffit de pas beaucoup de techniques, un ordinateur, une liaison à Internet, et ensuite on peut se faire entendre bien au-delà de ces frontières régionales habituelles. Ça dépend de quelle Afrique vous parlez. Si c'est l'Afrique des politiques, peut-être oui, mais il faudrait faire en sorte que l'Afrique des champs, l'Afrique des villages puisse se faire entendre. Et c'est là l'enjeu aussi de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Comment faire en sorte que le plus grand nombre se sentent concernés par ces nouvelles technologies. C'est pour cette raison que je mets l'accent sur la nécessité de créer les conditions d'utilisation des langues maîtrisées par la majorité de ces populations dans l'Internet. Ce qui permet à la base de créer une dynamique d'appropriation et les conditions de rendre les acteurs à la base véritablement maîtres de leur processus de développement. Vous voulez dire que vous souhaitez que chacun s'exprime dans sa langue plutôt que d'utiliser un langage international? À la base, c'est extrêmement important que chacun se reconnaisse dans la maîtrise de cet outil pour pouvoir après passer à l'utilisation d'autres langues. C'est extrêmement important parce que ça permet simplement de se reconnaître dans l'instrument. Vous disiez tout à l'heure, l'Afrique des champs, l'Afrique des villages est encore loin, ne serait-ce que par le processus d'alphabétisation qui est encore tout à fait insatisfaisant, est encore loin de l'accès à Internet. Pourtant, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté, même dans les villages reculés, d'avoir accès à ces connaissances? Est-ce que ça ne peut pas être tout à coup une dynamique d'alphabétisation, de volonté d'être alphabétisé? Mais c'est justement ça que nous cherchons à faire. C'est justement ça que nous cherchons à faire. Nous cherchons à faire en sorte, et c'est pour cette raison que je parlais des langues des populations. Vous ne pouvez pas faire une alphabétisation dans une langue étrangère aux populations. Si, vous pouvez la faire. Mais alors quel gâchis en termes de temps, d'énergie et de perspective. Donc, fondamentalement important que les langues des locuteurs puissent être prises en charge par ces nouvelles technologies. Et c'est possible aujourd'hui techniquement. Pour faire en sorte que ces communautés soient véritablement ancrées dans leur culture et ouvertes aux autres cultures. À partir de là, le bond va se faire tout naturellement vers la maîtrise des autres langues, en particulier les langues, j'allais dire, à grande diffusion internationale. Il y a peut-être un autre raccourci, c'est celui des traductions automatiques, qui permettra, même lorsqu'on ne connaît pas une langue internationale, de voir la traduction s'afficher dans les deux sens. Est-ce que vous ne pensez pas que là encore, il peut y avoir une accélération? Ah bien sûr, absolument, absolument, tout à fait, tout à fait. Mais là encore faudrait-il que l'acteur apprivoise l'outil nouveau. Il ne peut pas le faire dans une autre langue que celle qu'il maîtrise. Qu'il puisse se familiariser avec l'outil. Ça, c'est dans sa langue. Et c'est pour cette raison qu'il me semble important peut-être d'envisager toute une stratégie fondée sur ce que j'appelle un petit peu en matière de politique linguistique un multilinguisme fonctionnel hiérarchisé. À la base, les populations doivent pouvoir
entrer dans ces nouvelles technologies à partir de leur langue, avec une maîtrise suffisante pour pouvoir développer leur créativité, leur capacité d'innover et donc de faire aussi tous les raccourcis possibles pour arriver aux autres langues des autres cultures et surtout aux langues de grande communication qui aujourd'hui, j'allais dire, gouvernent les relations internationales. Vous avez tout à l'heure appelé de vos voeux un élan de solidarité et qui devrait être au fond le moteur essentiel de ce prochain sommet. On constate avec la chute du mur de Berlin, et la chute d'un bloc qui faisait contrepoids à celui de l'Amérique, aujourd'hui une superpuissance unique, militaire, économique, qui dicte la loi à l'ensemble de la planète et qui dicte plus que ça, je dirais, qui dicte un modèle de société par la force si nécessaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de résister à ce qu'il est convenu d'appeler l'impérialisme américain? Moi, je prendrais la question autrement. Moi, je n'ai pas besoin d'aller en guerre contre l'autre. Ce que je dirais aujourd'hui, plus que jamais, il est important que je sois reconnu en tant qu'entité. Si c'est au prix d'une guerre contre l'hégémonisme de l'autre, à ce moment-là, oui. Mais je crois que la question fondamentale qui se pose aujourd'hui au niveau de notre monde, c'est que si jamais les relations internationales ne sont pas des relations démocratiques, si jamais on ne crée pas les conditions pour que la communauté internationale renforce les règles de fonctionnement de cette communauté en renforçant donc le système des Nations Unies, évidemment c'est la porte ouverte au diktat de n'importe quel pays, pas seulement les États-Unis, pas seulement l'Amérique, mais le monde entier peut être sujet à de telles dérives. Donc, il est important aujourd'hui, et je crois que les États-Unis aussi gagneraient à faire en sorte que l'équilibre mondial repose sur une organisation internationale qui soit le reflet d'un consensus entre les États et d'une volonté réelle de solidarité entre les nations de ce monde. C'est-à-dire plus d'écoute les uns des autres, plus de respect les uns vis-à-vis des autres, et l'établissement de règles de fonctionnement respectées par chaque entité, puisqu'il s'agit d'une communauté internationale. Il y a aujourd'hui, derrière George Bush et derrière son gouvernement, une position très différente qui consiste à dire c'est le moment d'affirmer nos positions, c'est le moment de devenir l'arbitre unique des conflits. C'est nous qui allons gérer et imposer. C'est aujourd'hui en tout cas la pensée dominante derrière Bush et son administration. Alors, ça, c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. Moi, je peux pas dire ça parce que je n'ai pas la preuve de cela. Voilà. Ça, c'est, oui. C'est en tout cas le sentiment que j'ai, mais vous ne... Bon, vous avez, je crois, répondu avant que je vous pose la question. Non, parce que je vais dire, vous savez, là nous entrons dans un domaine où je n'ai pas... Non, c'est simplement parce que je n'ai pas... ce n'est pas le domaine que je traite actuellement. Donc, si vous voulez avoir mon sentiment par rapport à cela, j'ai besoin d'avoir plus d'éléments pour pouvoir réagir à une telle analyse. Non, et je l'ai fait peut-être de manière un peu trop... Non, mais je crois que... trop spontanée. Ça reflète alors parfaitement ce que je crois personnellement, mais loin de moi de vouloir, au fond, vous poussez dans une direction qui est pas l'objet de votre réflexion actuelle. Oui, simplement, je pense que
Je suis préoccupé par la manière dont le monde va aujourd'hui. J'ai suivi les débats au niveau des Nations Unies et je souhaite personnellement que le système des Nations Unies se renforce et que l'approche multilatérale puisse, j'allais dire, trouver un véritable ancrage permettant aux nations du monde de développer de nouveaux types de relations. Un vrai dialogue par rapport aux grandes questions qui se posent. La situation que vivent les différents pays est une situation que chaque État peut vivre à tout moment. C'est-à-dire le sentiment de se sentir agressé à tous les niveaux. Les États-Unis l'ont vécu le 11 septembre. Les conflits qui existent dans nos pays en Afrique datent d'avant cette période-là. Le monde ne va pas bien. Il y a beaucoup trop de violence dans le monde. Et aucun pays tout seul ne peut gérer cette situation. Donc il est important que les nations du monde ouvrent les yeux sur cette évolution et développent de nouveaux réflexes pour endiguer cette dérive. C'est ce que j'appelle, à mon avis, une nouvelle solidarité pour lutter contre cette violence qui s'immisce jusque dans nos maisons. Nous sommes des citoyens du monde, nous sommes préoccupés par cela. Et il me semble que nous pourrions faire preuve de plus de sagesse dans ce monde d'aujourd'hui. C'est là où j'introduis cette dimension d'une relation plus solidaire, au sens de plus d'écoute les uns vis-à-vis des autres, de plus de respect les uns vis-à-vis des autres, et d'efforts de partage. De partage au sens noble du terme. Que se développe ce que j'appelle une idéologie de la solidarité, plutôt qu'une idéologie de compétition. Mais ça, c'est mon rêve. Mais vous savez, on a coutume de dire, quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve à plusieurs, c'est déjà le début de la réalité. Alors, est-ce qu'il est possible que, au cours de ce sommet, nous puissions ensemble rêver de la possibilité de créer de nouveaux types de relations entre les États, entre les nations, entre les citoyens du monde. Le processus dans lequel nous sommes au niveau de ce sommet en donne la possibilité. Parce que comme vous le savez, un des défis, c'est de pouvoir mettre ensemble, autour de la table, des acteurs dont les relations ont toujours été, pour le moins, des relations de méfiance, sinon même d'opposition. Des gouvernements qui ont des politiques nationales différentes, un secteur privé qui a une logique qui n'est pas celle d'une société civile plus encline à développer des idéologies de solidarité. Une société civile qui, dans beaucoup de pays, est en opposition avec les gouvernements. Des acteurs donc qui ont besoin aujourd'hui de se reconnaître mutuellement en tant qu'acteurs indispensables à la construction de cette société, qui ont besoin de développer de nouveaux réflexes d'écoute les uns des autres, de prise en considération des préoccupations, et surtout qui ont besoin de développer une conscience mutuelle de la nécessité
d'apprendre à travailler ensemble et d'accepter que chaque acteur a un rôle particulier à jouer dans cette construction et important pour cette construction, indispensable. Mais qu'en même temps, évidemment, l'essentiel, c'est de pouvoir bien situer le rôle et identifier la place de chacun. Alors, il me semble que ce processus peut créer les conditions de l'émergence de ce nouveau type de rapport. Ça pourrait être la graine que nous semons aujourd'hui pour ce monde plus solidaire dont nous rêvons. Vous avez dit, lorsqu'on est plusieurs à rêver, c'est déjà le début de la réalité. Aujourd'hui, face à la justice sociale, au manque de solidarité, à la violence, des rêveurs peuvent se mettre ensemble. Où souhaitez-vous constituer les bases de cette réalité? Autrement dit, quels sont les autres rêveurs que vous souhaitez toucher en premier lieu pour tenter de changer les choses? Moi, je crois que c'est déjà à travers ce processus. Je souhaite que, à travers ce processus, parce que c'est un sommet particulier, c'est un sommet qui, malgré tout, a une difficulté essentielle. Il concerne un véritable projet sociétal. Donc, il met en jeu des questions plus idéologiques et politiques que de croissance directe, des questions d'organisation de la société pour une meilleure croissance, pour moins de pauvreté dans le monde, pour plus de bonheur pour tous. Alors, là, c'est des valeurs qui sont en cause. Je souhaite que face à la réalité que tout le monde constate, que naissent parmi ces acteurs des rêveurs comme nous. Que ceux de l'entreprise, constatant la crise aujourd'hui du monde de l'entreprise, réalisent ce que je disais au niveau de notre proverbe mandingue. Quand on use de l'argent, du pouvoir ou de la connaissance avec des mesures, la porte est ouverte à toutes sortes de dérives. La logique marchande poussée à l'extrême crée des situations ingérables où tout le monde peut perdre. Si ça peut conscientiser le monde de l'entreprise pour peut-être interpeller la logique du profit et peut-être quelque part initier une approche plus humaine de la gestion de l'entreprise, alors ce sera un pas de fait. Et ça pourrait être des acteurs du rêve. C'est le président Lula du Brésil qui disait qu'il souhaiterait établir un pont entre Porto Alegre et Davos. Pourquoi pas? Si les gouvernements, dans ce processus du sommet, se rendent compte qu'effectivement, à travers le dialogue, un dialogue constructif, on peut arriver à quelque part trouver un fondement commun à une nouvelle humanité à bâtir. Pourquoi pas?
Si la société civile peut, au cours de ce processus, se rendre compte que elle peut faire bouger les choses grâce à un dialogue structuré et constructif avec les gouvernements, et pas forcément dans l'organisation de manifestations dans les rues, sans être certain du résultat. Si une conscientisation peut naître d'un nouveau type de dialogue, où ceux qui aujourd'hui dans le schéma du système des Nations Unies sont des observateurs peuvent être de vrais partenaires. Si, alors à ce moment-là, nous pouvons élargir le cercle des rêveurs et peut-être que nous serons au début d'une nouvelle réalité, celle d'un monde où, on peut imaginer que de nouvelles relations s'établiraient, des alliances à plaisanterie, pour dédramatiser des jeux d'intérêt quelque part. Peut-être que l'on pourrait recréer des relations de parenté à plaisanterie entre des communautés qui se déchirent depuis des siècles et qui pourtant appartiennent à la même grande famille. Peut-être qu'on pourrait arriver à semer une graine, celle du regard humain qu'on porte sur l'autre. Et qu'on pourrait peut-être arrêter le bruit des canons, des fusils et des bottes. Peut-être. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois que nous n'avons pas le choix. Le monde va si mal que ce sommet est une opportunité pour essayer de parler vrai et d'agir en vérité. Parler vrai, dire que nous ne pouvons pas continuer à accepter l'intolérable, la misère grandissante et l'opulence qui se résume de plus en plus à une petite partie de l'humanité. Si le dialogue ne peut pas le résoudre, que Dieu nous en préserve, la violence risquera de triompher. Alors, nous n'avons pas le choix. Il faut, à mon avis, travailler à développer une véritable culture de paix en revisitant nos relations au niveau international. Ce sommet nous en donne une occasion historique. Il faut la saisir. Monsieur Samasekou, un grand merci pour cet entretien, pour le temps que vous nous avez consacré, pour la chaleur qui se dégage aussi de cette discussion et puis ce message qui passe avec force. C'est le vôtre. C'est une voix qui vient de l'Afrique et je crois que c'est une voix qui nous enseigne beaucoup aujourd'hui. Alors au nom de tous ceux qui ont l'occasion ou auront l'occasion de vous voir, de vous entendre, eh bien je vous remercie chaleureusement. Vous dressez et vous tissez des liens, vous dressez un pont avec nos cultures et je crois que vous nous aidez. Merci. Merci.